Hello! Aujourd'hui, sujet assez simple. Tu veux vendre ta propriété, mais tu sais pas comment que ça va se passer. C'est quoi les étapes? C'est de ça qu'on jase aujourd'hui. Puis la raison pourquoi je veux jaser de ça, c'est parce qu'à chaque fois que je vais mettre une maison en vente, que ce soit genre en vente dans une semaine ou dans 6 mois, ben c'est les mêmes questionnements. Et que les gens m'appellent puis ils se demandent ben, comment que ça va se passer quand que je vais être prêt à mettre ma maison en vente. Les visites vont-ils commencer aussitôt que je te donne le go? Les photos, ça se passe comment? Les offres d'achat, ça se passe comment? Etc., etc. C'est de ça qu'on jase. La première étape, c'est toujours le prix. Tu veux savoir si ton projet a du sens ou a pas de sens. Par exemple, tu veux vendre ta maison pour t'en acheter un autre, mais si tu penses que tu peux vendre ta maison 750 000, mais elle vaut 650 000, bien ça, tu dois le savoir logiquement avant de commencer tout ton processus. Donc, la première étape, ça va être de faire l'évaluation de la propriété pour trouver la valeur marchande maximum. Mais là, comment est-ce que je fais ça? C'est quand même assez simple. Je dois savoir les rénovations que tu as faites dans ta propriété. Je dois aussi voir ta propriété ou que tu me dises tout au téléphone si tu es plus loin puis tu peux pas, etc., etc. Donc, je veux dire, il faut que j'aie un accès pour savoir toutes les informations de ta propriété. De ça, je pars avec ça puis je mets ça dans mon système puis mon système va comparer ça avec d'autres propriétés. Puis le système, il compare ça avec des propriétés vendues. Puis moi aussi, je regarde parce que tu peux pas juste mettre un prix sur tout ce qui s'est vendu, genre pour faire ton prix à toi. Il faut aussi que tu regardes ce qu'il y a sur le marché. Exemple, tout s'est vendu pas cher, là, 6 mois, mais là, la tienne, elle vient de sortir, puis tu es la seule, de même. Bien, on se comparera pas au prix de là, 6 mois. On va se comparer en qu'est-ce qu'il y a en vente aujourd'hui. C'est quoi la compétition qu'il y a aujourd'hui? Parce que s'il n'y en a pas des belles comme la tienne, ben, pourquoi qu'on la laisserait moins chère, t'sais? Au contraire, elle sera plus rare. Donc, l'effet de la rareté fait monter le prix. Pour évaluer ta propriété, tu as deux façons de faire. Tu peux appeler un courtier immobilier, que lui va faire une évaluation de ça, ou tu peux appeler aussi un évaluateur agréé. Puis c'est quoi la différence entre les deux? Bien, on va commencer par le prix. Courtier immobilier, ça ne te coûtera pas rien. Puis, un évaluateur agréé, il va payer 1 500 $. Puis la différence de travail entre les deux, ben regarde, ça, c'est du cas par cas. Puis aussi, ça dépend de la philosophie de chaque personne. Mais moi, comment est-ce que je vois ça? Un courtier immobilier va te donner le prix que l'acheteur il est prêt à payer pour. Tandis que l'évaluateur agréé, lui, il va te donner un prix au cas que ta maison passe en feu, combien ça coûte pour la refaire en date d'aujourd'hui avec les coûts d'aujourd'hui. C'est plus ça la différence. Il y a certains évaluateurs qui me disent non, non, Claudio, nous autres aussi, on regarde voir l'offre et la demande. Si la maison est évaluée, mettons, à 650, mais on sait qu'on peut aller jusqu'à 750, on va marquer 750 sur le document. Ça, je le sais pas. Moi, j'aime ça appeler 3 courtiers. La meilleure affaire à faire, c'est ça. Tu appelles 3 courtiers pour voir c'est quoi, qu'est-ce qu'ils disent, puis s'ils sont dans des bons prix. S'il y en a 2 qui te donnent 650 000 puis l'autre te donne 750 000, ça veut pas dire que celui qui t'a donné 750 000 a raison. Il faut juste faire sûr. Fait que si t'es pas sûr, appelle-en un 4e ou un 5e. Bon, mais maintenant, l'étape numéro 2. Est-ce que tu vends seul ou tu vends avec un courtier? J'en parlerai pas en long et en large parce qu'on n'en terminera pas. Mais, qu'est-ce que je peux te dire, c'est que tu dois le savoir aussi. Avec un courtier, ça te coûte de l'argent. Puis quand tu vends seul, ça te coûte pas d'argent, mais ça te coûte du temps. Et c'est très, 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 très dangereux si le monde font ça, qu'ils savent pas ce qu'ils font. Je te dis, j'en parlerai pas là-dessus. Là. C'est trop long, il y a trop de choses à dire. Mais que choisis ça, un ou l'autre. Avant de passer au point numéro 3, je vais juste te dire une petite statistique véridique. Va voir sur Google, c'est écrit partout. Plus que le 3/4 des propriétés qui sont en vente par le propriétaire ne se vendent pas uniquement par le propriétaire. C'est un courtier immobilier qui amène un acheteur. Donc, tu as à peu près 25%, puis ça, c'est poussé pas mal. D'habitude, c'est 90-10. Mais mettons 75 pour être gentil. Okay? Fait que tu n'as même pas 25% de chance de vendre par toi-même. Là, toi, tu vas me dire, ben non, je suis capable de la vendre par moi-même. Je ne sais pourquoi. Parce que la mienne est belle. C'est la plus grosse. C'est la meilleure. Ou, tu vas me dire, ah ben oui, je vais le mettre ça à un super bon prix. Si tu mets ça à un super bon prix, c'est certain que tu vas la vendre. T'sais. Mais si tu le donnes à un courtier, c'est sans doute qu'il va la vendre plus cher parce qu'il y a plus de monde. Puis pourquoi que ça fonctionne mieux avec un courtier? C'est pas qu'on est meilleur. C'est que moi, aussitôt que je la mets en vente, je donne une commission à quelqu'un qui va la vendre. Donc, tous les autres courtiers, là, partout, tous les autres courtiers, ils ont des acheteurs aussi. Les autres, ils vont à ma maison et ils disent « Oh, hey, il y en a une. » Quand tu vends par toi-même, Ginette ou Paul qui sont à l'autre bout de la ville,
pourquoi qu'ils pousseraient pour vendre ta maison? Ils gagnent quoi en poussant ta maison? Tu comprends? Ils vont peut-être la renvoyer, ils vont la partager à des membres de leur famille, même des amis, sur Facebook, blablabla. Mais c'est tout, tu sais. Étape numéro 3, préparation de la propriété. C'est assez simple, on fait le tour de l'extérieur, on fait le tour à l'intérieur, partout, les chambres, whatever, sous-sol, chambre de machinerie, name it. Okay? Tu fais le tour de partout, puis tu notes tout ce qu'il y a à changer, qu'il faut changer parce que c'est brisé. Puis tu te fais un autre note à côté pour tout ce qui pourrait être amélioré. T'sais. Une fois que ça c'est fait, là tu t'en vas dans le salon, dans la cuisine, tu t'assois, puis tu dis bon, qu'est-ce que je rénove? Avant de rénover quoi que ce soit, 1, tu m'appelles, ou 2, tu regardes la vidéo ici qui est faite exactement pour ça. Est-ce que tu dois rénover avant de vendre ou non? Va voir ça, c'est très important. Pareil comme le ménage, là, souvent là, les gens me disent ben non, ma maison est vieille, ici et ça, mais je leur dis, on fait un ménage puis tout va être beau. Puis ils me disent, ben non, juste un ménage, ça va comme améliorer les choses, là? Ben oui, ça va améliorer les choses. Un gros ménage, je parle, là. Tu sais, comme vraiment, là, quand tu rentres dans la chambre à coucher, ben il reste le lit, une commode, c'est à peu près tout, tu sais. Ça c'est du ménage. C'est enlever du stock que tu as dans ta maison. C'est plus ça, je veux dire. Plus que faire du nettoyage, t'sais. Mais ça doit être fait aussi. Là, de l'home staging, est-ce que j'en fais ou j'en fais pas? Bon, ben regarde. Ça, c'est du cas par cas. Vraiment du cas par cas. Ça dépend de la localisation, ça dépend de la maison, ça dépend de combien tu vas la vendre, à qui tu vas la vendre. Un paquet d'affaires. Mais, regarde, la meilleure chose, c'est va voir la vidéo là. J'en parle en long et en large. Mais qu'est-ce que je peux te dire juste bien gros, là, vite fait? Essaye d'enlever le plus de stock possible, là. Puis après ça, tu essaies de centrer tes choses. Tu essaies de centrer ton lit. Il y a des gens qui mettent des lits vraiment dans un coin, là. Non, tu centres le lit dans le milieu. Tu mets pas des cadres non plus un vieux cadre de Bon Jovi, genre avec un vieux cadre d'Harley Davidson, là, genre avec des petites lumières, là, comme... T'enlèves tout ça, je sais, là, je vais peut-être offusquer du monde en disant ça, là, j'aime les Harley, puis tout, ça par rapport, là. Puis j'aime Bon Jovi aussi, fait que ça par rapport. Mais enlève tout, genre, tu sais, fait que c'est pas mal ça, je veux dire. Là, maintenant, la peinture, oui, moi, je le dis toujours aux gens, oui, faites-les. Si t'es pas sûr, si tu te demandes la question, est-ce que je devrais ou non peinturer, c'est parce que peut-être que ça devrait être fait. Parce que si ça serait beau, ça serait déjà peint, tu te poseras pas cette question-là, tu comprends? Fait que, oui, ça serait un plus de repeindre. Ça veut pas dire que si tu le fais pas, que ça marchera pas. Puis ça veut pas dire n'importe quel point ici que je vais parler que si tu le fais pas, que tu pourras pas vendre. Ça veut pas dire ça du tout. C'est juste que je te présente d'autres étapes qu'il y aurait à faire si tu veux vendre ta maison. Là, maintenant, l'étape numéro 4, ramassage des papiers, la documentation. Là, quelle sorte de documents que tu aurais besoin? C'est quand même assez simple parce que c'est partout pareil au Québec. Tu as des documents obligatoires, puis tu en as d'autres d'extra que ça dépend de chaque propriété. T'sais. Bon, mais les documents obligatoires. Le premier, certificat de localisation. Tu dois me fournir ton certificat de localisation, même s'il est vieux. Puis pourquoi que je dois l'avoir même s'il est vieux? Parce qu'il y a des choses décrites dessus, c'est ça que j'ai besoin de savoir. Puis là, si tu ne l'as pas, c'est pas grave, on va s'arranger sans ça quand même. T'sais, mais c'est un document que tu devrais avoir. Deux autres documents très importants aussi, le compte de taxes scolaires et municipales. Là, les deux autres documents très importants à avoir. Si tu les as pas encore là, c'est pas la fin du monde, je peux m'arranger sans ça. C'est l'acte d'achat puis l'acte hypothécaire. Quand tu es allé signer chez le notaire, quand tu as acheté ta maison, ils t'ont donné un gros paquet de feuilles, 8,5 par 14. C'est ça que j'ai besoin. Ça, c'est l'acte d'achat. Puis l'autre, c'est l'acte hypothécaire. Si tu as une hypothèque sur ta propriété, la banque t'a sans doute donné un gros document 8,5 par 14. C'est ça que j'ai besoin. Là, après ça, ça va me prendre tous les documents où est-ce que tu as un item en location. Exemple, tu as un chauffe-eau en location, bien, ça prend ce document-là, la facture au pays. Ta fournaise aussi est en location, ça aussi, j'ai besoin de ça. Tu as un système d'alarme qui est relié à une centrale, bien, ça aussi, je vais l'avoir besoin. Tu as des garanties prolongées, ça aussi, tu me les donnes, c'est très important. Les factures aussi sont très importantes à avoir. Exemple, tu viens d'installer une nouvelle air climatisé, une nouvelle piscine, tu viens de faire ton nouveau stationnement ou whatever, n'importe quel type de rénovation ou ajout ou d'item que tu as acheté pour ta maison. C'est le fun d'avoir la facture de ça. Parce que ça démontre à l'autre partie la date de ton item ou de ta rénovation, whatever. Puis ça montre aussi le montant. Parce que, exemple, tu as acheté un petit air climatisé à 1500 $, il n'y en a pas beaucoup, versus 8000, tu sais. Il y a une grande différence. Regarde, c'est beau ça. J'adore la rue Urtubise.
Il y en a bien d'autres aussi de documentation que tu peux fournir, mais ça, c'est en gros le minimum que tu aurais besoin à transmettre. Là, maintenant, les documents à signer. Il y en a pas mal, puis encore là, ça dépend de chaque propriété, c'est du cas par cas. Mais il y en a des obligatoires que tu vois ces documents-là partout. Le premier, contrat de courtage. Moi, si je vais à ta maison, on va signer un contrat ensemble. Puis comme que je dis toujours aux gens, mes contrats de courtage sont révocables sans frais. Okay? Fait que tu peux m'appeler à un moment donné dans 2, 3, 4 mois, puis tu me dis « Ah, Claudio, ça me tente plus de vendre. » J'ai pas de problème avec ça. Je n'attache pas personne avec des contrats interminables, puis si tu t'envoies, je t'envoie une grosse facture. Non, 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 non. Inquiète-toi même pas avec ça. Puis ça va être écrit sur mon contrat, là. Ce contrat est révocable en tout temps et sans frais. Merci, bonsoir. Aujourd'hui, en 2025, on a 2 nouveaux documents. Il y en a un qui s'appelle consentement. Check bien ça, c'est bien bizarre. Avant que je puisse t'envoyer un courriel ou de l'information ou te dire n'importe quoi que je t'envoie, il faut que tu sois consentant de recevoir mes choses. Exemple, tu me dis Claudio, non, j'aimerais ça avoir ça, puis combien ça coûte telle affaire? Oui, monsieur, je comprends toutes vos questions. Mais avant de te répondre, je vais t'envoyer un courriel, signe le courriel, envoie-moi ça, là je t'envoie des informations. Tu comprends? On est rendu là aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est ça qui est ça? On peut pas rien faire, c'est comme ça. Fait que ça s'appelle consentement et un autre document pour la loi 25. Fait que ça aussi, c'est plus pour la cueillette d'informations. Exemple, si moi je vais vendre ta maison, bien c'est sûr que je dois prendre ton numéro de téléphone. C'est sûr que je dois prendre ton courriel. Tu comprends? J'ai plein d'affaires, j'ai plein d'infos personnelles. Fait que ça, il y a une manière de faire. C'est pour ça que là, on signe des documents par rapport à ça. Avant, on ramassait ça. On signait pas rien. On fait notre job normal. Là, on fait notre job normal, mais on déclare. C'est juste ça. Avec sa différence, c'est pas bien long, c'est pas bien dur. Juste une signature en bas de la page, c'est fini. L'autre document après ça qu'il faut signer, c'est la déclaration du vendeur. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un document qui dit l'état actuel de la propriété. Ça va te dire des questions, exemple. Y a-tu déjà eu des insectes chez vous? Y a-tu déjà eu une infiltration? C'est quelle année de la toiture? Etc., etc. Tu comprends? Des questions comme ça. Et comme tu peux voir, il n'y a pas ben de documentation que tu as besoin de signer, hein, tu comprends? Le contrat de courtage, quand on signe un contrat ensemble, oui, on signe ça. Déclaration du vendeur, on signe ça. Puis il y a les 2 autres documents par rapport au consentement. Pas grand-chose d'autre, hein? Là, maintenant, l'étape numéro 6. Planification des visites et remise des clés. Ben, remise des clés, ça te dit directement là. Tu me remets un double de tes clés. Ici, comme ici, il y a 3 portes, là, genre. Fait que tu n'es pas obligé de me donner 3 clés. Tu me donnes la clé où ce que tu veux qu'on rentre. Fait qu'il y a des gens qui aiment ça que les clients rentrent par la porte d'en avant. Puis il y a du monde qui aime pas ça. Il y a mieux que les courtiers rentrent par la porte du côté. Fait que tu me dis quelle porte prendre, puis tu me donnes la clé par rapport à la porte. Là, maintenant, pour les visites, comment que ça se passe? Ça, c'est du cas par cas, puis ça dépend de chaque courtier. Mais moi, comment est-ce que je fais ça? C'est que je dis jamais aux gens, on va venir visiter chez vous 7 jours par semaine, n'importe quand. Comme ça n'a aucun sens, là, tu sais. Fait que moi, je dis au vendeur, donne-moi 2-3 journées que tu veux pas de visite. Exemple, tu veux pas de visite le vendredi, puis le samedi. Puis, exemple, le mercredi, tu joues au dehors. Bon, mais t'en veux pas de visite de mercredi-là non plus. Il n'y en a pas de problème. Fait que ces 3 journées-là, il n'y en aura pas de visite. Puis les autres, on va mettre des heures. Ça ne veut pas dire que les autres journées où il y a des visites, exemple, le mardi, tu peux y aller visiter, de 8h le matin à 8h le soir. Mais non, ça n'a aucun sens, ça, tu comprends? Supposons que la maison est tellement belle, je peux pas dire à mon client, ben regarde, on ne mettra pas d'horaire de visite, puis on va laisser les courtiers visiter quand ils veulent. On peut pas faire ça. Même s'il y a une demande d'avis, genre avec un délai de 24 heures, genre. Même avec ça, ça vient tannant. Exemple, là, tu vends ta maison, je mets la pancarte aujourd'hui, s'il est à un bon prix, c'est une bonne localisation que tout le monde la veut, ça veut dire que tu vas avoir beaucoup de visites. Si ton prix est super haut, tu n'en auras pas de visite. Fait que ça, c'est pas grave. Fais visiter 16 jours, tu n'en auras pas de visite, tu comprends? C'est que ça dépend de ton prix. Fait que si ton prix est compétitif, ta maison est belle, oh ben là, tu vas en avoir de la visite. Fait que si tu ne me donnes pas des heures, qu'est-ce qui va arriver, exemple, demain, à partir de 24 heures, là, demain, ben les gens vont pouvoir commencer à visiter un à 8 heures, l'autre à 9 heures, l'autre à 11 heures le quart, l'autre à 2 heures, l'autre à 4 heures, 6 heures, 6 heures et demie, jusqu'à 8 heures le soir. Fait que là, chaque fois qu'il y a des visites, tu vas faire quoi? Tu vas sortir à chaque 5 minutes? Tu vas aller te promener à chaque fois? Tu sais, ça n'a pas de sens, là. Fait que c'est pour ça que c'est bon, ben, pour moi, j'établis des heures. Là, je m'en vais en faire une qui va sortir bientôt. Puis regarde bien ça, là, les heures là-dessus. Le lundi, on ne fait pas de visite. Puis le vendredi et le samedi, il n'y en aura pas de visite. Puis les autres journées, c'est des blocs de 4 heures. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je le suggère aux clients. On va me donner un bloc de 4 heures de jour pour les gens qui veulent visiter de jour. Puis un autre bloc de 4 heures en soirée pour ceux qui ne peuvent pas visiter le jour. C'est tout. Je ne dirais pas à mon client,
On va vendre ta maison, puis on garde ça ouvert. Les gens peuvent venir de 8h à 8h, 8h AM à 8h PM, n'importe quand. Mais non, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Ça n'a pas de bon sens, c'est pas vivable, tu sais. Toujours dans la même étape de planification des visites puis remise des clés, là. Là, moi, je m'assois après ça avec mes clients, puis je leur dis, est-ce qu'il y a des choses à savoir puis des choses à dire aux autres courtiers qui s'en viennent visiter? Exemple, faire attention aux chats. Exemple, faire attention de fermer telle porte de telle façon. Ça peut être n'importe quoi, tu sais. Faire attention aussi avec vos bottes, surtout à l'hiver, enlever vos chaussures, nanana, nanana. Il y a plein de choses comme ça. Fait il y a plein de directives que le propriétaire-vendeur peut me dire que moi, je vais transmettre aux autres courtiers. Fait que ça, c'est très bon à faire. Là, comment ça fonctionne avec le double de la clé? Mais là, je n'ai pas ici. Là, je l'avais tout à l'heure. Nous autres, nos lockbox, ben nous autres, je m'en ai dit nous autres les courtiers, mais t'es pas obligé, là. Tu peux, en tant que courtier, aller chercher un lockbox chez Canadian Tire à 39,95, là. Puis tu te mets un code, là, clic, tu mets la clé dedans, puis tu mets ça n'importe où. Mais le voisin, lui, qui t'aime pas trop, ou quelque chose, ou un voleur, il passe, il donne un coup de pied là-dessus, puis il s'ouvre, puis il pète, prend la clé et rentre en dedans. Ça, je vous le dis, là. Je vous le dis, là. Si vous vendez votre maison, dites à votre courtier de ne pas prendre de lockbox cheap. Des petits lockbox Amazon, là, ou des petits lockbox Rona, Canadian Tire. C'est pas bon, là. Même si le monde vous dit, oui, ils sont en métal, ils sont en fer, ils sont super solides. Fais un truc. S'il est bon, là, dis-le au courtier ou ben donc, toi, fais le test, là. Ça coûte pas cher. T'aimes mieux faire un test qui coûte 50$ que de te faire voler, tu sais. Mets la clé dedans, fais n'importe quoi, là, puis prends-les, là, puis bang-la à terre pour voir. 2-3 coups, là, comme il faut, là. S'il reste fermé, correct, correct. Mais il va s'ouvrir, c'est pour ça que je te dis ça, tu sais. Pas toutes les lockbox, là, je sais, je vais me faire ramasser. Non, j'en ai acheté un chez Amazon, il était pas 50$, il était 150$. Oui, ça se peut. Oui, pas de trop. C'est pareil comme des coffres forts. Il y en a des petits, il y en a des gros. Fait que c'est toi qui décides. Moi, les miens que je prends, c'est des lockbox, des boîtiers électroniques qui viennent de la chambre immobilière. Puis ils sont faits exprès pour les courtiers immobiliers. Ça veut dire qu'ils sont solides. Tu peux t'en aller sur la lune, le lancer en bas sur la terre, puis il va tomber sur la rue, puis tout va être beau encore. Je te dis, ça n'a pas de sens. C'est super bon ces lockbox-là, parce que je suis capable de voir le courtier qui a rentré, puis qui sort. Je suis capable de voir c'est qui, même si je sais c'est qui, mais j'aime ça le savoir, puis avoir le tracking, tu sais. Fait que c'est le fun. Étape numéro 7 maintenant. Prise des photos, prise des vidéos et prise des mesures. Là, c'est quoi je mesure? Ben, je mesure toutes tes pièces, mais pas juste ça. Je mesure aussi la porte de ton garage. Le monde veut le savoir. Puis souvent, je vais sur des descriptifs, puis ils me le disent pas. Fait que les clients m'appellent, Claudio, il est beau le garage, mais il mesure combien? Je ne sais pas, ils n'ont pas écrit la mesure, je ne sais pas. Fait qu'il faut aller visiter, ça. Et moi, je vais tout te dire. Et pourquoi je fais ça? Parce que moi, je viens de la mentalité, du principe que j'aime mieux te dire tout ce que je peux te dire pour que l'autre partie, tu puisses prendre une décision. Est-ce que je vais visiter ou non? Si je te dis presque rien, l'autre partie, ils vont venir visiter, mais toi, en tant que vendeur, là, tu vas être tanné, là. Tu vas être tanné parce que la personne va arriver chez vous et elle va dire, ben là, s'il me l'aurait dit, j'aurais pas venu visiter, ben là, s'il n'y aurait pas ça d'écrit, voyons, pourquoi il n'y a pas de ça, pourquoi il n'y a pas de ci, pourquoi il n'y a pas de ça, tu comprends? C'est plate pour le monde et c'est plate pour toi aussi parce que tu vas en avoir de la visite, là, tu comprends? Plus de choses que tu dis, plus que tu te démontres, tu élimines tous les curieux, tu élimines tout le monde qui se posait des questions qu'en voyant la vidéo ou en voyant le descriptif qui disent, bon, ben regarde, non, c'est pas pour moi à cause de ci, ça. C'est ça qui est bon de faire, t'sais. À moins que toi, tu es dans l'autre mentalité et tu me dis, non, Claudio, envoie-moi des gens. Dis même pas combien il y a de chambres chez nous. Dis même pas rien. Dis même pas le prix, quasiment. Tu vas en avoir du monde qui va visiter. Mais 99,999% de ces gens-là, ils n'iront pas de l'avant. Fait que tu vas avoir perdu ton temps. T'sais. Là, les vidéos aussi en 2025, c'est plus comme dans le temps, là. Aujourd'hui, il faut faire des vidéos comme à la télévision, sur l'horizontale. Là, peut-être tu me dis, c'est quoi ça? De quoi tu parles l'horizontale? Quand tu regardes une télévision, l'écran, l'image est faite sur le long. Mais quand tu regardes ton cellulaire, l'image est faite comme ça. OK? Fait que c'est ça, je te dis. Il faut faire des vidéos comme ça et comme ça. Verticale et horizontale. Après ça, l'étape numéro 8. Là, ça, c'est moi qui fais ça. Préparation interne, que j'appelle ça. J'arrive au bureau avec tous les documents que je t'ai dit tantôt. On va tout scanner ça, puis on va monter ça dans le système. Même affaire avec les vidéos. Il faut les monter, les vidéos. Faire le montage, écrire les textes qu'il y a dans les vidéos, des textes pour les réseaux sociaux, etc., etc. Ça prend un bon 24-48 heures pour le faire comme il faut. Ça. Là, maintenant, l'étape numéro 9, installation de la pancarte. Et en parlant de pancarte, il y a des gens qui veulent une pancarte en avant de chez eux, puis il y a des gens qui en veulent pas.
avec moi, tu n'auras aucun problème. Si tu veux en mettre une, je vais en mettre une. Si tu veux en mettre 4, je peux pas en mettre 4. Si tu restes dans un coin de rue, je peux en mettre une là, puis une là, sur chaque rue. Donc 2. Maximum par maison. Et là, pour ceux qui se demandent c'est quoi l'affaire avec des grosses pancartes versus des petites pancartes normales. Les petites pancartes normales, c'est pour les maisons qui sont dans des secteurs résidentiels. Les grandes pancartes sont dans les artères comme ici. Le boulevard Fournier, le boulevard Grébert, le boulevard Maloney, des places commerciales. Mais je sais que des fois, il y en a des grandes pancartes dans des secteurs que tu penses qui sont résidentiels. Mais exemple, la rue Notre-Dame à Gatineau est commerciale et résidentielle. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais là, il y a des grosses pancartes. » Oui, mais des grosses pancartes, mais l'artère est quand même commerciale. Puis c'est sûr qu'il y a de l'abus des fois, là, tu sais, mais regarde. C'est comme n'importe quoi dans la vie, là. L'étape numéro 10 est quand même très importante. Parce qu'avant de commencer cette étape-là, je t'appelle puis je te dis « Est-ce que tu es prêt? » Aussitôt que tu me donnes le go, j'ai le bouton Enter là ici. Là. Aussitôt que tu me donnes le go, j'appuie sur le bouton Enter, puis ta maison part dans le système, puis les demandes de visite vont commencer à partir de demain. Est-ce que tu es prêt? Si tu me donnes le go, on y va. Si tu me dis non, 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 je suis pas encore prêt, on va attendre un petit peu, on va attendre que tu sois prêt. Là. Mais aussitôt que tu me donnes le go, si toi ça, si ta maison est belle, puis tu as un bon prix, localisation, hein, tout ça c'est beau, là, ça va commencer right now. T'sais. Là, les visites, ça se passe comment? Est-ce que c'est tout le monde qui peut aller visiter chez vous, n'importe où, n'importe comment, n'importe quand? Non. Comme que je t'ai parlé tantôt, on avait des horaires à respecter. Fait que là, moi, je reçois la demande de visite d'un courtier qui veut visiter chez vous. Bon, ben, je reçois ça, ça fait bip, bip, bip. Je regarde, OK, t'as l'adresse, parfait. Là, je regarde, est-ce que les heures que le courtier veut visiter sont compatibles avec les heures que mon client a approuvées? Première chose à faire. Deuxième chose à faire, est-ce que mon client vendeur m'a dit moi, je veux pas de visite aux gens qui n'ont pas de pré-approbation en main. Si tu n'as pas été pré-approuvé, viens pas visiter chez nous. J'ai des gens qui me disent ça. Il y a des gens qui me disent non, 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 qui viennent visiter tout le monde. Fait que ça dépend de la directive. Fait que supposons que mon client, il m'a dit seulement les gens qui sont pré-approuvés qui peuvent venir visiter. Bon, ben là, moi, j'appelle le courtier, puis j'ai dit oui, ton heure est correcte, est approuvée pour l'heure, mais envoie-moi ta lettre de pré-approbation avant de visiter. Là, dans les visites, il y a une affaire qu'on appelle avis de 24 heures. Il y a des gens qui vendent leur maison puis qui me disent « Claudio, moi, là, tu peux m'appeler la même journée si quelqu'un veut visiter dans 2-3 heures, qu'ils viennent. Moi, je suis jamais là ou ça me dérange pas qu'il soit là. » Tu sais, whatever. Whatever la raison. Dans, je dirais, le 3/4 des autres cas, c'est pas ça. Les gens me disent « Moi, je veux pas de visite tout de suite, là. 24 heures d'avis. » Tu sais, fait que s'il est présentement 2 heures l'après-midi, ben pour demain, 8 heures le matin, ça serait non. T'sais. Il y a d'autres gens qui vont dire non, non, pour demain, c'est correct. Moi, autant que tu me dises que c'est pour demain, que c'est pas aujourd'hui, ça passe. Fait que chaque personne me donne leurs directives qui sont bonnes avec eux autres, puis moi, j'applique ça. Une autre question aussi que les gens ils se posent quand ils vendent leur maison, est-ce que je peux rester chez nous quand il y a des visites? Parce que moi, je travaille dans la maison, j'ai mon bureau, je peux pas juste sortir à chaque fois. Il n'y a pas de problème pantoute, tu peux rester là. Qu'est-ce que je conseille de faire? C'est de ne pas parler au monde, puis de ne pas répondre aux gens. Parce que c'est sûr qu'ils vont s'essayer, là. C'est sûr, il y a certains qui vont s'essayer. Même si je leur dis, parlez pas aux gens, ils vont quand même s'essayer. Je veux dire, c'est des humains. Comme, tu sais, je suis pas une police, là, comme... Fait que supposons que tu me dis, je veux rester chez nous, mais je veux pas parler au courtier. Ben moi, je vais l'écrire dans le système. Le client va être sur place. S'il vous plaît, ne pas le déranger, il travaille et ne lui parlez pas. Si vous avez des questions, vous m'appelez. C'est simple comme directive, non? Mais non, ça a l'air de se passer simple. Il y a du monde qui va encore les achaler, ils vont encore leur parler. En tout cas, fait que ça, je peux pas rien faire, tu sais. La seule affaire que je peux dire à mon client, parle-y pas, ou barre ta porte, ou sinon, ben barre ta porte de ta chambre, je veux dire, pas la porte de la maison. Mais laisse-leur visiter partout, puis au pire, qu'est-ce que tu peux faire? Il y a déjà eu des clients qui m'ont fait ça, là. Ils m'ont dit, regarde, moi, là, quand le courtier est venu me voir, puis il me lâchait pas de me poser des questions avec son client, là, ben, j'ai donné mon téléphone au courtier, puis j'ai dit, appelle Claudio. Le courtier a dit, comment ça? Ouais, ouais. C'est marqué, là, genre, sur ta fiche, que je veux pas être dérangé, je travaille, puis de pas me parler, mais vous faites pas ça, là. Fait qu'appelle Claudio, arrange-toi avec. Et moi, ça va faire plaisir de leur dire qu'est-ce qui se passe. Puis les visites, ça se passe comment? Ben, ça, c'est simple. Supposons que je te dis, il y a une demande de visite pour demain 5 heures. Ben, le courtier, il va sans doute arriver là un petit peu avant. Pas tout le monde. Ça dépend encore, là. C'est du cas par cas. Chaque personne travaille différemment. Moi, comment est-ce que je fais ça? C'est que j'arrive toujours là 5 minutes avant. Si mon client n'est pas là, puis je vois que c'est le soir, exemple, 6h, 7h, là, en plein hiver, où il fait déjà noir, là, à partir de 4h, ben là, je rentre en dedans, je commence à ouvrir toutes les lumières. Je ne veux pas rentrer avec mon client là, puis il fait noir.
J'aime ça quand ils rentrent, puis tout est là. T'sais. On peut commencer à parler puis visiter là. Là, les comptes rendus, comment ça fonctionne? C'est pas une loi, OK? Mais c'est une sorte de pratique qu'on a faite entre courtiers ici au Québec. Exemple, moi, j'ai une maison en vente, puis toi, tu t'en viens visiter avec ton courtier chez nous. Mais là, après ça, tu vas dire à ton courtier, bon, ben j'ai aimé ça, puis j'ai pas aimé ça, j'ai aimé ci, j'ai aimé ça, j'ai aimé ci, j'ai aimé ça, dans la maison. Fait que le courtier va tout écrire ça, il va m'envoyer un message, puis moi, je prends ce message-là, puis je l'envoie à mon client. Puis mon client, il aime ça, savoir ça. C'est pareil comme toi, tu vends une bicyclette, puis tout le monde va l'essayer, ta bicyclette chez vous. T'sais, tout le monde prend rendez-vous, ils font le tour du bloc. OK, elle est bonne ta bicyclette, bonne, mais personne ne l'achète. À un moment donné, tu vas dire, ben voyons, tout le monde vient essayer ma bicyclette, mais personne ne l'achète. Qu'est-ce qui se passe? Ben c'est ça, des comptes rendus. Quand il y a bien des visites dans une maison, mais ça se vend pas, ben le client se pose des questions. Il dit, ben comment ça qu'il y a tant de visites que ça, puis personne ne l'achète? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, un compte rendu. Là, maintenant, les offres d'achat. Comment que ça se passe? Quand même assez simple, ça aussi. Fait que je vais vendre ta maison, on va recevoir une offre d'achat, on a un délai pour y répondre. Habituellement, il faut y répondre avant le lendemain, mettons, whatever, mettons qu'il est midi aujourd'hui, ben il faut y répondre demain avant 5h, 6h le soir, whatever. Ça change tout le temps, c'est du cas par cas. Mais tu as 3 choix quand tu reçois une offre d'achat. Tu as le choix de la refuser, tu as le choix de l'accepter ou d'y faire une contre-offre. That's it, tu n'as pas un 4e choix. Quand on dit on reçoit une offre d'achat, c'est quoi qu'on reçoit? Ben on reçoit l'offre d'achat, le document, qui dit le prix, qui va dire aussi le montant, la mise de fonds que l'acheteur va mettre. Très important aussi sur l'offre d'achat, il va avoir la date que l'acheteur souhaite entrer dans la maison. Il va avoir aussi le délai pour l'inspection, le délai pour le financement et aussi les conditions. Exemple, l'acheteur peut avoir une condition, exemple, j'achète ta maison, mais je dois vendre la mienne avant, ou j'achète ta maison seulement à partir de l'année prochaine, exemple. Ça peut être n'importe quel type de condition. C'est ça que tu vas avoir dans l'offre d'achat. Habituellement, les délais pour l'inspection et le financement, c'est à peu près 15 jours maximum. Ceux qui sont vraiment sûrs de leurs affaires, qui ont été pré-approuvés avant, puis qui connaissent déjà un inspecteur, qu'ils parlent déjà avec au téléphone, que je peux essayer de le réserver vite, c'est 10 jours. À 10 jours, là, c'est où tu t'en vas. Quand moi, je reçois des offres d'achat, puis c'est marqué 10 jours, c'est parce que je sais que le courtier là-bas, il est aligné. Quand je reçois des offres d'achat, puis c'est marqué quasiment 20 jours, oh my God, comme je rappelle le courtier, puis je lui dis, ben ça prend pas 20 jours aller chercher le financement, puis ça prend pas 20 jours booker un inspecteur. Si tu veux, je vais t'en référer 3, tu sais. Après l'offre d'achat acceptée, c'est quoi qui vient? L'inspection. Si tu veux en savoir en long et en large quoi faire avec ta maison, quand l'inspecteur s'en vient, va voir la vidéo là, elle est faite pour ça. Puis je pense que j'en ai fait d'autres aussi par rapport aux inspecteurs, comment les choisir, etc. On va les mettre ici, là. Mais une inspection, comment ça coûte à peu près? Au Québec, on est rendu maximum 1000 $. Si ton inspecteur te coûte plus que 1000 $, appelle-moi, il y a un problème. Okay? Les plus chers que j'ai vus, c'est à peu près 800, 850. Avant taxe, je parle. Ouais, 800, 850. Puis s'il y en a un qui te le fait pour 500$, appelle-moi, là, puis dis-moi son nom. Moi, je viens de la mentalité que je crois pas dans la phrase « beau, bon, pas cher okay? ». Moi, quand tu me dis « ouais, mon inspecteur, là, il est pas cher, il est pas cher ». Non. Puis l'inspection dure combien de temps? Ben, un petit bungalow, à peu près 1h30, puis 2h30 pour une grosse maison, à peu près ça. Un condo, 45 minutes. Il y a des gens, des fois, qui me demandent ça. Claudio, est-ce que je peux rester chez nous pendant que l'inspecteur vient avec son client puis le courtier? Ma réponse est non. Non, va-t'en, sors chez vous. Va-t'en loin, là, fais quelque chose. Je vais te dire pourquoi. Parce que si tu es chez vous, ils vont te bombarder de questions. Puis si tu réponds des erreurs, ben tu peux être dans le trouble. Fait que tu es tous bien de ne pas être là. Inquiète-toi pas, si l'inspecteur découvre un problème ou il y a quelque chose, n'importe quoi qui se passe, ils vont m'appeler là. Ils vont m'appeler sur le certain. Puis à chaque fois que j'ai une inspection dans une de mes propriétés, ben je me garde cette fenêtre-là ouverte. Puis je mets mon téléphone en on. Juste faire sûr que, tu comprends, qu'il n'y ait pas de problème, que l'inspecteur ne soit pas pris quelque part, puis qu'il ne comprenne pas, puis qu'il fasse faillir l'inspection à cause qu'il n'a pas eu l'information. Non, ça n'arrive pas, ça. Puis je sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo, mais en tout cas, j'ai fait une vidéo semblable à ça, mais plus en détail. Je rentre en détail sur chaque point. Fait que on va la mettre à quelque part ici. Là. Clique là-dessus, sinon on va voir sur mon descriptif. Je vais commencer à les mettre là-dessus à cette heure. Parce qu'après ça, le monde me dit, oui, tu le marques en vidéo, tu mets de la photo, mais je le trouve pas après ça sur ton YouTube. Sorry, je suis pas vite là. Fait que je vais mettre tous les liens sous mes descriptifs de chaque vidéo. Je m'en allais terminer ma vidéo dans mon stationnement, mais ding, ça sonne, faut que j'aille voir quelqu'un.
C'est ça, le courtier immobilier, des fois, tu as des urgences. Et je gère des immeubles à revenus, donc, urgence, il faut y aller right now. Fait qu'on était rendu au financement. Quand tu reçois une offre d'achat, tu vas voir aussi la clause financement. Ça veut dire que l'acheteur, il va avoir, exemple, 10 jours, 15 jours, 20 jours pour aller chercher son financement. Puis moi, qu'est-ce que je dis aux gens? Habituellement, un acheteur qui est préapprouvé, il va avoir sa vraie approbation pour son offre d'achat en dedans de 10 jours. S'il n'a pas été préapprouvé avant, ça peut aller à 14 jours, des fois même un petit peu plus long. Quand je reçois une offre d'achat puis le délai pour le financement de l'acheteur est 21 jours, c'est sûr, je trouve ça vraiment trop long. Fait que, qu'est-ce que je fais? C'est que j'appelle le courtier de l'autre bord puis je lui demande pourquoi c'est long comme ça? Est-ce que ton client il a été préapprouvé avant? Ou il y a quelque chose d'autre que je devrais savoir? T'sais? Habituellement, quand l'acheteur fait affaire avec un courtier hypothécaire, ça va bien se passer. Puis ces gens-là travaillent le soir, les fins de semaine, les jours fériés, tout le temps. Si l'acheteur n'est pas représenté par un courtier hypothécaire, exemple, il s'en va à la caisse ou à la banque qui est à côté de chez eux, au comptoir, puis il prend un rendez-vous là, puis il dit « Regarde, j'ai une offre d'accepter, j'aimerais ça, genre, faire approuver ça. » Oui, il y a du monde qui font ça, c'est pour ça que je te dis ça. Si tu fais ça, ça va être long, ça va être long, ça va être long. Fait que, fais affaire avec un courtier hypothécaire. Là, la plus belle étape, c'est l'étape numéro 14, le relevé des conditions. Si l'acheteur a fait inspecter l'immeuble et tout est beau, tout est correct, on passe au deuxième point. Est-ce que le financement a passé? Oui, le financement a passé, tout est beau, parfait. Là, après ça, on passe au troisième point. Est-ce que toutes les conditions de l'acheteur ont été relevées? Si la réponse est oui, ça veut dire que ta maison est vendue. Là, maintenant, la dernière étape, qui est aussi la plus fun, signature chez le notaire et ramassage des clés ou remise des clés. Ça dépend si tu es l'acheteur ou tu es le vendeur. Bon, ben comment ça se passe pour les clés? C'est que tu vas les garder avec toi jusqu'à la dernière journée. Puis à la dernière journée, tu ramènes tes clés au notaire. Si c'est fermé, tu m'appelles, puis moi, je ramasse les clés, puis je vais le porter à l'autre courtier de l'acheteur. Le notaire, combien de temps que ça dure? Ben, à peu près 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, ça dépend encore de la propriété, là. En général, 45 minutes, 1 heure. Puis oui, si tu veux que je sois là avec toi, ça va me faire plaisir. C'est ça que je fais avec le 3/4 de mes clients qui veulent que je sois là. J'ai rien à faire, genre comme je ne signerai pas rien, c'est juste qu'ils veulent que je sois là au cas qu'il y ait des questions ou qu'il se passe quelque chose. Au moins, je suis là. C'est juste pour ça. Là, les frais de notaire, comment ça fonctionne, encore là, je ne peux pas en parler parce que, 1, c'est pas mon domaine, 2, chaque notaire est différent, et 3 aussi, ça dépend de chaque transaction. Et aussi chaque propriété. Paquet d'affaires. En gros, un acheteur il va payer à peu près 2500 $. Ça, je parle de pas mal tout, là, la grosse facture au complet. Ça coûte à peu près ça, 2500. Mais en tant que vendeur, ça te coûtera même pas 1000 $. Là. Encore là, ça dépend de plein d'affaires, tu sais. Mais en général, je parle. Puis en tant que vendeur, est-ce que tu vas recevoir ton chèque directement à la signature ou à la dernière journée, exemple, prise de possession, c'est le 1er juillet, tu vas recevoir ton chèque le 2 juillet? Non, même si c'est fermé, là. Ça n'a pas rapport avec ça. Non, c'est à peu près une semaine, ben encore là. Ça dépend de plein de choses. Mais c'est à peu près une semaine. Dans le temps d'une semaine, tu vas l'avoir. Bon, ben maintenant, le dernier point, numéro 16, ça s'applique juste à moi. Exemple, tu déménages le 1er septembre, puis on est le 1er juillet. Bon, mais le 1er septembre, j'arrive là, je ramasse la pancarte, je ramasse le lockbox, s'il est encore là. S'il n'est pas là, puis j'ai remis les clés au courtier ou whatever, c'est bien correct. Mais c'est surtout pour ramasser la pancarte. Parce que les gens me le demandent souvent. La pancarte vendue, elle reste en avant combien de temps? Elle reste là jusqu'à temps que la maison soit vendue, mais vendue passée de titre à l'autre personne. Par exemple, je suis avant aujourd'hui, le 1er juillet, mais l'acheteur déménage dedans le 1er août. Bon, mais le 1er août, j'enlève la pancarte. C'est pas le 1er juillet. Fait que c'est pas mal ça que je voulais jaser aujourd'hui. Excusez-moi si ça a été un petit peu plus long. Je pensais que ça aurait été vraiment comme une vidéo vite faite. J'ai juste mis tous les points que je pensais. Ça passe, ça aurait été long de même. Je sais pas combien de temps je suis rendu, mais je dois être rendu un bon 20-25 minutes, I guess. Je sais pas. On va voir ça tantôt quand je vais faire le montage. Fait qu'on se reparle dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, je suis toujours là. Je travaille 7 jours par semaine. Puis si tu veux savoir combien est-ce que ta maison coûte en date d'aujourd'hui, appelle-moi. Ça va me faire plaisir d'aller te voir puis jaser de ça. Et avant de rénover aussi, si tu veux que je passe chez vous pour voir si ça vaut la peine de rénover et quoi rénover, etc., je suis là pour ça. Alright, on s'en parle. Merci. Bye bye. Là, je rentre. Je ne ressors plus. Là. Ça, c'est vrai. C'est la fin.